Hello, c'est le Elixir du montage qui vous parle. Avant de vous laisser en compagnie de mes camarades et de moi-même pour cette nouvelle saga de l'été placée sous le signe de l'hilarité générale, je vous rappelle que si vous souscrivez à un abonnement sur Supercast avant le 31 août 2026, vous bénéficierez, et ce, quelle que soit la formule que vous choisissez, de 10% de réduction pendant les 6 premiers mois de l'abonnement. Le lien est en description. Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle. L'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots. Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que tu viens pour les vacances ? Nous, on n'a pas changé d'adresse comme le fredonnaient les philosophes. Et comme vous le savez maintenant, depuis au moins 3 semaines à RST, on adore l'humour, on adore rire. La preuve, l'autre jour, j'étais dans un resto très bruyant avec quelques amis et nous parlions de nos chats respectifs. Et notamment, si vous avez un chat, vous en avez certainement fait la mère ou la déplaisante expérience. Leur haleine tartrée, particulièrement nauséabonde lorsqu'ils vous bâillent devant le visage le matin au réveil. Je racontais donc justement cette anecdote, puisque mon chat se réveille régulièrement sur l'oreiller à côté de moi. Nous étions en fin de repas, le vin avait coulé à flot. Évidemment, on était dans un petit restaurant avec beaucoup de brouhaha. Et lorsque mon ami Marie Hillard prend la parole, vous savez, ça arrive parfois exactement à ce moment suspendu dans le temps où la musique de fond s'est arrêté et presque par magie, il y a une sorte de silence relatif qui se fait dans ce tout petit restaurant où toutes les voix s'éteignent, juste pour laisser entendre un peu trop fort, parce qu'elle avait un peu picolé entre deux hoquets de rire. Oh, moi, niveau odeur, vous savez, il n'y a rien de pire que ma chatte. Voilà, toujours faire attention à la synchronicité malheureuse. Toujours. Comment ça va, les amis ? Ah bah ça Ça commence va pas bien. sur la gêne, hein, écoute. Ah ben hein. voilà. Ça m'énerve rien. Ah ben Ça donne le ton. C'est le thème. Et vous, niveau odeur ? Bibof. Je me sens visée par cette question, mais c'est terrible. 3e épisode de notre série estivale Summer of LOL, où nous explorons les racines du rire au cinéma et prenons très au sérieux la comédie comme genre parfois un peu méprisé par la critique, avec 2 catégories par épisode. C'est parti pour l'épisode 3. Voilà, cadeau de Noël. Non, je dis cadeau de Noël, c'est parce que c'est par rapport à mon prénom. Oui, c'est ce que j'avais compris. Oui. Sinon, il y a aussi les boules. Et pour cette 3e semaine, aux frontières du LOL, le rire qui met mal à l'aise et le rire qui fait pleurer, 2 façons d'explorer les bords du rire, là où ça devient autre chose. Première catégorie, et bien justement le film qui flirte avec les frontières de la gêne et du malaise. Qui veut commencer là-dessus ? Allez, Arthur ? J'ai mis un film que j'adorais petit, mais parce que je crois que je captais pas trop l'aspect caméra cachée qu'il y avait dans ce film. C'est-à-dire que moi, je le prenais comme étant juste un gros sketch et je trouvais ça absurde. Je comprenais qu'un peu à la OSS 117, ça voulait se moquer de l'antisémitisme, de ce genre de choses, mais je captais pas trop. Et puis, j'ai revu récemment, il y a quelques années, mais j'ai revu Borat en partant du principe que Sacha Baron Cohen fait beaucoup de caméras cachées. Et là, le film est devenu mais presque irregardable, mais c'est du génie à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai hésité à mettre dans l'épisode de film qui me fait plus rire Ali J, qui est un film que j'adorais peu plus jeune de Sacha Baron Cohen également, mais que je trouve n'a pas bien vieilli et n'est pas foncièrement très drôle, avec des gags qui sont un peu genre des boomers qui imaginent ce que serait yo le rap, c'est un peu gênant. Il n'a pas encore tout à fait trouvé son style et son rythme en fait. Alors que putain, Borat, il y a vraiment des moments où je regrette presque de ne plus avoir cette pureté adolescente ou enfantine que j'avais, où je savais pas que c'était filmé en caméra cachée. La séquence où il va dans un hôtel et où il est persuadé qu'il est poursuivi par des juifs et qu'il part en courant, vraiment, c'est hilarant, hein. C'est difficile à regarder. Et attention, on va parler de films de gêne, de ce qu'on appelle le cringe. Il y en a plein où je me reconnaîtrais dans ce que vous allez dire, et évidemment que moi, c'est une sensation que j'aime beaucoup, être mal à l'aise face à ce que je regarde. On en parlait récemment dans Alter Ego, par exemple, de Nicolas et Bruno. C'est une sensation qui m'est pas désagréable, qui me tend, mais que j'aime bien. Dans Borat, on est à la frontière. Pour moi, c'est presque douloureux. Mais il faut peut-être, qu'on précise pour celles et ceux qui n'auraient pas vu Borat, parce que le film il y a quelques années, on y suit donc Sacha Baron Cohen qui est grimé en un reporter qui vient d'une région fictive du Kazakhstan, qui serait particulièrement antisémite, et donc quand il arrive aux États-Unis, c'est terrifié à l'idée de croiser des juifs. Non mais alors, il y a ça, et il va aux États-Unis parce qu'il y va pour représenter le pays là-bas, mais il y va pour faire un reportage, et en même temps avec le secret espoir de pouvoir rencontrer Pamela Anderson parce qu'il est fan d'Alerte à Malibu. Ce qui
génère un nombre de possibilités de cringe level hardcore. Moi, typiquement, avant l'émission, je me suis refait la séquence où il voit un diplomate et il lui fait goûter du fromage et c'est du fromage fait avec le sein. Non, je crois que la scène la plus drôle, c'est quand il va dans le dîner, dans le dîner pour apprendre l'étiquette, vraiment dans l'Amérique profonde, et il commence à sortir des polaroïds de sa famille. Oh là là, c'est chaud. Non, c'est chaud. Et notamment des polaroïds d'un Il y a pire. adolescent nu avec un pénis démesuré, en disant que c'est une photo de son frère. C'est vrai. Non mais il y a pire Non, mais que ça, ça. c'est incroyable. Il y a Le fromage pire de que femme, ça. le fromage de t'as femme, raison. c'est très drôle. Non mais il y a pire Moi, que ça. ça me fait alors non, mourir de Une rire. scène Dans le film. La sortie de son contexte est horrible. Non, le mais- fromage de femme, c'est juste un peu aigre. L'intitulé que tu nous as donné, c'est à la frontière entre le rire et vraiment le too much. Il y a une séquence, je ne sais pas comment il a fait, c'est la séquence où il chante l'hymne américain dans une stade de rodéo. Oh là là, ça c'est difficile à regarder aujourd'hui. T'as l'impression qu'ils vont tous lui péter la gueule parce qu'ils chantent l'hymne, mais de manière ultra bancale. Et puis en plus, en termes de rythme comique, c'est génial parce que le montage, il montre en même temps un mec qui tombe à cheval derrière. Enfin, genre, il n'y a rien qui va. C'est brillant. En fait, je ne sais pas ce qui est scripté ou pas dans le film. Et j'ai pas envie de savoir. Parce que du coup, ça me met un espèce de flou où je me dis, bah peut-être que les gens savaient, en fait, je sais pas. Et non, Borat, c'est un délire. Si vous l'avez jamais vu, autant Sacha Baron Cohen a viré vieux con et a pas fait que des trucs bien, autant Borat, c'est fou. Vraiment, c'est fou. Should I pay interest in people's around the table sides? Yes. And if it is a big table, a very long table, you might want to restrict your conversation Yes, to people right in your vicinity. very nice. Qui veut prendre le relais, Sophie ? Alors, expérience très bizarre. J'ai hésité beaucoup parce que j'en ai parlé. J'adore l'origine du monde. Ça me fait beaucoup rire. De Laurent Lafitte. Mais je suis allée sur quelque chose de beaucoup plus cringe parce qu'à la limite, l'origine du monde, ça fait partie de ce genre de film dont l'humour est cringe, mais c'est d'un côté ou de l'autre, quoi. Genre, c'est pas sur la frontière. C'est soit ça plaît, soit ça déplaît, quoi. Je suis allée sur un film qui met beaucoup plus mal à l'aise et qui, pour moi, vraiment, je pense que c'est une comédie. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que c'est une comédie. Mais comme c'est un film qui nécessite un peu plusieurs visionnages, en fait, je vais vous parler de Elle, de Paul Verhoeven. Et c'est un film, il faut le savoir, je l'ai vu 4 fois en salle. En peu d'écart. Et la première fois, c'est vraiment un espèce de choc. Et encore maintenant, je suis allée vérifier, il est marqué comme crime / thriller / policier. Ouais. En réalité, c'est une parodie. Comme tout ce que fait Verhoeven, c'est toujours de la parodie. Et c'est de la parodie de comédie de mœurs chabrolienne, globalement. Et en fait, moi, dedans, il y a des moments... il y a des situations qui sont tellement absurdes et qui sont jouées avec tellement de sérieux et en même temps presque un peu mal jouées que pour moi il n'y a pas de doute que c'est hilarant. Notamment le fils d'Isabelle Huppert qui fait un enfant avec Alice Isaz et quand le bébé arrive, le bébé est noir et il y a une scène surréaliste dans la maternité où Isabelle Huppert lui dit c'est peut-être pas ton enfant, tu vois, et que le gamin pète un câble en disant que c'est son fils et que de toute manière, mais même la scène où elle va jeter les cendres, genre c'est une espèce de moment de cringe. Et en fait la première fois j'ai pas ri du tout, la deuxième fois j'ai eu quelques rictus et plus je le regardais et plus je voyais à quel point c'était sans doute l'une des plus grandes comédies de mœurs de sa génération, quoi. C'est de toute manière, Paul Verhoeven a toujours détourné tous les codes. Et en fait, si on arrive à l'appréhender notamment par le prisme de la comédie, c'est peut-être l'une des plus grandes parodies de drame bourgeois de ces dernières années. Le dîner où complètement incroyable. Elle laisse les pics et tout dans les petits cubes de fromage, enfin dans les petits fours de la nouvelle meuf de son mari. Enfin genre tout est complètement fou. Et même la dernière réplique de Virginie Efira qui est glaçante est jouée sur un tempo comique étrange. On est vraiment sur du cringe. Donc voilà. Tu me donnes envie de le revoir. Non mais c'est un film incroyable, mais c'est un film qui a 6 degrés de lecture et je sais qu'il peut énormément décontenancer parce que la comédie n'est pas son genre principal, mais le film est extrêmement drôle. Et Zaza dedans, elle est terrifiante, mais en vrai, elle est hyper drôle. J'ai quelque chose à vous dire. Je cherche une façon simple et naturelle de vous le dire, mais j'y arrive pas vraiment. Alors, voilà, j'ai été agressée chez moi. Alexis ? Écoute, moi je suis parti sur un film qui est assez unique en son genre parce que c'est un film qui est totalement une comédie dans sa production.
mais je suis persuadé que le réalisateur du film, en l'occurrence Ben Stiller, n'avait pas particulièrement envie de nous faire rire. C'est disjoncté. C'est moi qui te l'ai montré, celui-là. C'est toi qui me l'as montré, et c'est un film effectivement, par bien des aspects très marrants, c'est aussi un film puissamment anxiogène. C'est difficile de ne pas ressentir devant le film une vraie panique, un vrai sentiment d'intrusion. C'est un film qui, pour le coup, pour le résumer très simplement, c'est l'histoire d'un personnage donc joué par Matthew Broderick, qui est vraiment un homme sans histoire, qui un jour reçoit la visite d'un employé du câble qui vient lui poser le câble pour sa télévision chez lui, qui est joué par Jim Carrey, et cet employé du câble se révèle très vite une espèce de gros taré qui va se prendre d'obsession pour le personnage de Matthew Broderick, qui ne va plus vouloir le lâcher. Et c'est un film qui est tantôt psychédélique, tantôt cauchemardesque, qui a pour en fait principal moteur comique, et c'est là qu'est sa particularité, qui a pour principal moteur comique un vrai méchant. C'est vraiment un personnage de méchant de cinéma, le personnage de Jim Carrey, parce que c'est un bully pervers, manipulateur, intrusif, et c'est un film qui me semble un peu encapsuler une certaine peur au sens large de l'intrusion. C'est-à-dire quand il y a un élément, et en l'occurrence c'est symbolisé par la télévision, quand tu as un élément qui vient s'installer chez toi, s'immiscer dans ton intimité, qui ne veut plus partir, et tu ne sais pas comment faire pour refermer cette brèche. Et c'est du coup un film qui est, encore une fois, très marrant, notamment au premier visionnage, parce que c'est le Jim Carrey de la grande époque, très clownesque, très burlesque. Et en même temps, c'est un film qui est vraiment une espèce de, dans sa trame, dans son atmosphère, une espèce de film d'horreur hyper radical, que d'ailleurs le public de l'époque n'a pas totalement compris. Et c'est vraiment pour moi un film qui me... C'est celui qui me place le plus sur la ligne entre la drôlerie et la gêne et le malaise, quoi. Si je peux ajouter un tout petit truc, en fait tout est encapsulé dans cette scène de karaoké absolument déjantée, avec ces gros plans hyper comiques sur notamment des personnes âgées qui ont été invitées là, on sait pas trop pourquoi, pendant qu'il y a Leslie Mann qui est en train de faire des trucs sexuels. Non, c'est pas Leslie Mann, c'est la prostituée qui a été achetée par Jim Carrey pour faire des trucs à Matthew Broderick sans qu'il sache que ce soit une prostituée. Et en même temps la scène est folle, Jim Carrey il a des mouvements de bras, il a des espèces de franges sous le manteau qui sont complètement ouf. C'est vraiment tourné comme de la comédie, en même temps tout est cringe. Tout est cringe dans le film, quoi. On a mis du temps, mais ça y est, on s'est décidé. Je vous attends depuis plus de 4 heures, je vous signale. Tant que ça? Alors, c'est moi qui suis en retard? Oui. Je devais aller chez Bric-au-Brac, mais maintenant c'est trop tard. J'aurais peut-être mieux fait de rester chez moi, alors. Peignos! Simon. Pour moi, c'est une belle histoire de cinéma dont je vais vous parler. Hein. C'est un film auquel c'est un grand absent depuis le début de ce Summer of LOL. Et quand même, moi, je déteste ce film, vraiment. Ça marche pas chez tout le monde. Ça marche pas chez moi du tout. Quoi. Bon, c'est-à-dire c'est un peu spécial. Hein. C'est un film qui est un film d'étudiant. Film d'étudiant de l'INSAS en Belgique, qui va trouver son chemin jusqu'à déjà sa complétion, puis jusqu'à sa sélection à la Semaine de la Critique en 1992, où il va devenir un espèce de phénomène instantané. C'est arrivé près de chez vous. C'est arrivé près de chez vous. Qu'est-ce que c'est? C'est donc un faux reportage où on suit Benoît Potard, qui est interprété par Benoît Poelvoort, qui est un des 3 co-réalisateurs. Le switch de l'accent est terrible. Hein, il le maîtrise particulièrement bien pour une fois. Bon, écoute, des fois on y arrive. Hein. Et donc, mais c'est un tueur à gage. Non, pas tout en revanche. D'accord, ok. Et donc c'est un tueur à gage qui a ce site particulier, qui est l'antithèse du tueur à gage de cinéma. C'est juste un type assez moyen, traversé par toutes les pulsions et passions tristes de son époque, qui vont du sexisme au racisme, à la connerie et à l'alcoolisme. Mais en plus, il est tueur à gage. Et donc, ça entraîne une série de situations qui sont d'un malaise absolument incroyable, que je trouve parfois formidablement drôle. Moi, j'ai essayé, dans mes jeunes années, de citer certaines répliques du film, et ça passe très mal, en fait. Occupe-toi de cette vilaine peau et tu reviens après, par exemple, ça passe très mal. Reviens, gamin, c'était pour rire. D'abord, tu me soignes cette mauvaise peau, et ensuite tu te permets. Ouais, mais je l'ai sorti un jour à quelqu'un. Si t'es pas joli, tâche à moins d'être poli. Et il y a des choses incroyables. Tu fais bien des chéris pour de la merde. Hein. Ah, t'aimes ça la merde, tu fais ça pour ton plaisir. Tu vas en prendre plus avec ton nez qu'avec une pelle. Je suis à la nuit, je suis le jour. Oui. Bref, la gêne est là. C'est-à-dire que c'est le fond et la forme. Et moi, c'est un film dont je ne sais jamais si je dois rire, si je dois hurler, si je dois appeler la police, ou si je dois supplier à mes parents d'arrêter d'éteindre la télévision parce que je ne peux plus le faire. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ma mère n'était pas musicienne. Simon, la police directement. La police. Hein. Mais oui, mais tout ça, le problème étant que, comme le film nous l'apprend, l'enfant n'est pas solvable, hein. Il nous aura fait courir pour rien, le gamin. Là, je viens de terminer de lester le corps, tu vois.
C'est-à-dire lester le corps, tu dois le remplir de certaines choses. Parce que tu dois savoir que quand tu immerges un corps dans l'eau, il se gonfle d'air, hein, tu vois. Et alors il a tendance à remonter à la surface. Non mais autant le film, moi je me souviens que quand j'ai découvert, il m'a fait vraiment beaucoup rire. Parce que c'est ce décalage-là qui fonctionne. Autant il y a une scène où je me souviens où là d'un seul coup il y a une gravité. C'est la bascule. Ouais. La scène de viol. Ouais. De viol et de meurtre. Bah oui, je sais. Et là il y a un truc qui se passe où d'un seul coup tu. Ok. Mais c'est un film très 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 mal aimable. Non mais du coup ce qui est hyper intéressant c'est que là du coup tu te poses la question de ok mais en fait de quoi je riais jusque là en fait. Exactement. Et je trouve que le film est assez brillant à ce niveau-là. Sophie, je sais que Sophie déteste, elle est en PLS. Tu es un peu belgophobe aussi, faut le dire. Entre ça et Dick Henneck, je sais pas ce qui me déplaît le plus, quoi. Dick Henneck. Dick Henneck. Ah ouais, non, Dick Henneck c'est moins bien quand même. Dick Henneck c'est vraiment moins bien. Ouais. Je l'ai rattrapé. Non, moi j'aime beaucoup, je pourrais être comme Simon. Moi il faut dire qu'aujourd'hui, vraiment, on parlait du Père Noël est une ordure, on parlait des chiens de Navarre. Moi, la gêne, la gênance, l'humour de l'angoisse, c'est quelque chose qui, je pense, fait partie des choses qui me font le plus rire avec, comme je vous disais, la maladresse. Mais ça parle de la même chose parce que dans La Chèvre, dans Le Grand Blond, dans le personnage de Pierre Richard, il y a un truc de gêne et il y a un truc d'angoisse, c'est-à-dire de personnages qui sont décalés, qui sont pas au bon endroit, qui sont pas au bon moment et qui ne savent pas se comporter telles que les règles de la société voudraient qu'ils se comportent. Et moi, je dois dire que là, très récemment, vraiment sincèrement, c'est un film tout récent, Alter Ego, pour moi, est un film incroyable de gêne, de gênance, et donc l'humour de Nicolas et Bruno, en règle générale, depuis les messages à caractère informatique, la personne de Dopperton, mais là, de manière particulièrement brillante, fait que pour moi, Alter Ego est un immense film comique, c'est une gigantesque comédie, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas esclaffé comme ça au cinéma. Et j'adore la gêne, j'adore absolument ce truc. C'est très très particulier. Ce qu'il faut bien comprendre quand on essaie d'analyser ça, qu'est-ce que c'est ? C'est juste d'un seul coup de rire, de voir de rire du décalage qu'il peut y avoir dans des comportements sociaux qui ne sont pas les comportements sociaux acceptables par la doxa et par la norme sociale. Et c'est ça, c'est ce léger décalage, cette aigreur, ce malaise, qui rend les choses absolument hilarantes. Mais qui est un truc qu'on redoute tous, parce que tous, on a peur en société de sortir la phrase qu'il ne faut pas, de passer pour un idiot au bureau, la blague de trop, bref, d'être nous-mêmes dans une situation de malaise social, et voir des gens se tomber là-dedans, ça nous renvoie aussi. Il y a un truc d'exutoire, ouais. Exutoire, mais qui t'oppresse aussi un petit peu en même temps, parce que t'as un truc d'empathie directe où tu fais genre ah oui, je me souviens, oui, vendredi dernier à la Cogip, mon Dieu. C'est ça. Non, mais c'est ça, et je trouve ça très drôle parce que je trouve que c'est un humour vertigineux, c'est-à-dire que c'est un humour qui effectivement qui s'approche de quelque chose de l'ordre de la mécanique d'anxiété, et donc je trouve ça vraiment très très fort. Mais si je remonte vraiment à l'origine de ça, il y a un film qui est vraiment, pour le coup, l'incarnation, et qui est terrible parce que c'est un film documentaire, et c'est un film qui est, je pense, parfois difficilement regardable, parce que c'est un film documentaire qui n'est pas fait pour se moquer des gens qui le filment, c'est un film documentaire qui est fait pour rendre compte de la réalité d'un fandom, et c'est un film qui s'appelle Trekkies, sur les fans de Star Trek. J'ai jamais vu. Eh ben, je vous assure que Trekkies, c'est du cringe, mais parce que c'est des gens qui sont passionnés. C'est un film qui a été fait dans les années 90, et c'est un film qui est d'autant plus intéressant qu'il est filmé par une actrice de Star Trek The Next Generation qui va à la rencontre des fans et qui elle-même est face à des gens qui sont dans un tel état de proximité avec la folie, parce que c'est des gens qui vont pas très bien et qui sont dans un état de fanatica très 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 avancé, de malaise, de mal-être dans leur peau, et qui finissent par avoir des comportements. Il y a notamment, à un moment donné, elle va dans un cabinet dentaire qui a été refait entièrement à l'image de Star Trek, et le mari et la femme, dont elle est son assistante, lui c'est donc le dentiste, ou qui nous ont dit quelques secondes avant sur le canapé avec leur chien qui avait un costume de Star Trek, qu'il leur arrivait d'échanger les rôles en costume de Star Trek pendant leur rapport sexuel. D'accord. Et donc, vous voyez le niveau, la gêne, voilà. Mais c'est fait pour être drôle. Et ben non, justement, c'est pas fait pour être drôle, mais en fait, c'est terrifiant parce que parce que le niveau de gêne est très élevé, parce que tu ne peux pas t'empêcher de rire, parce que vraiment le seuil de malaise est tellement élevé que tu rigoles
pour te soulager, pour te libérer, et où, à un moment donné, elle interviewe l'une des employées qui dit, avec quasiment des larmes aux yeux, qu'elle est obligée de se mettre en costume de Star Trek parce que sinon elle se faisait virer. Et donc, c'est pas drôle du tout, mais il y a des moments où c'est quand même relativement drôle parce que les gens quand même se rendent compte, etc. Mais c'est presque un documentaire psychiatrique, vraiment, parce que c'est des gens qui sont très, très avancés dans leur dévotion à la série Star Trek. C'est un niveau de cringe total où, vraiment, tu finis par rire parce que tu ne peux pas t'empêcher de rire tellement ces gens-là sont eux-mêmes pris et complètement enfermés dans des névroses extrêmement fortes. C'est donc du comique involontaire, mais j'ai jamais vu un truc qui pousse les levels. Et si tu veux, ce qui est drôle, c'est pas du tout de se moquer de ces gens-là, parce que le documentaire ne cherche jamais. J'allais dire, c'est toujours la limite avec ça. Le documentaire ne cherche jamais à se moquer d'eux. C'est-à-dire qu'il les suit, on les montre, on voit jusqu'où ça va. Ce qui est incroyable, c'est la réaction de l'host, c'est-à-dire de la comédienne, qui, elle, se rend compte et prend la mesure de l'ampleur du phénomène et de l'ampleur du délire que ça suscite. Et parce qu'elle-même, il y a des moments où elle est bouche bée, quoi. Ouais. Et c'est un rire très désagréable, mais il y a du rire quand même. Ouais, parce que tu vois, parfois je suis un peu mal à l'aise face à certains épisodes de striptease par rapport à ça. Mais c'est ça c'est-à-dire que striptease, ce qui est très désagréable dans striptease, c'est qu'on peut avoir le sentiment qu'effectivement, qu'à un moment donné, il y a une position de surplomb. Dans Trekkies, il n'y a pas de position de surplomb. Okay. C'est-à-dire que dans Trekkies, c'est un film, il y en a deux d'ailleurs. Le deuxième est un peu plus soft. Mais il y a des personnages qui sont à la fois touchants, enfin vraiment. Il y a un personnage transgenre qui raconte l'histoire du personnage qu'il s'est inventé, qui est un personnage... un avatar, donc, oui. Oui, qui est un avatar et qui à un moment donné se met à chanter une chanson qu'il a écrite pour le personnage qui est mort dans le 2e épisode de la 3e série. Et c'est à la fois magnifique, sublime et pathétique et émouvant. Et en même temps, tu ne peux pas t'empêcher de rire tellement ça crée un rire nerveux. C'est pas du tout un rire... C'est pas un rire moqueur. C'est pas un rire moqueur. Et parce que Trekkies n'est pas du tout filmé pour se moquer de ces personnes-là. Non, mais bien sûr, ce serait insupportable si ça l'était. Mais néanmoins, le niveau de malaise est très, 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 très important. Très important. Regardez Trekkies, c'est assez saisissant. Il faut dire qu'à l'époque où je regardais avec mon amie Hélène, où on était des grands fans de Star Trek, c'est-à-dire qu'on regardait ça vraiment pas du tout pour se moquer des gens, parce qu'on était nous-mêmes très très fans de Star Trek. C'est l'époque où on avait une consommation de cannabis assez élevée. Et je dois dire que le combo cannabis plus Trekkies, c'est tricky. C'est tricky. C'est loli. I got a fan letter from a young lady. It was a suicide note. So I called her. I said, "Hey, this is Jimmy Doohan, Scotty, of Star Trek." I said, "I'm doing a convention in Indianapolis. I want to see you there." On a absolument fait le tour. On va bientôt pouvoir passer à la 2e catégorie, mais sans oublier de répondre à cette question. Puisqu'on parlait de Star Trek. Oui. Enfin, de science-fiction plutôt. Qu'est-ce qu'une gousse d'ail jetée contre un mur qui rebondit? Une gousse d'ail jetée contre un mur qui rebondit. Oh, je l'ai. Oui. Un Jedi. Le retour du Jedi. Le retour du Jedi. Excellent, bonne réponse de Simon Rio. Ouais, très bien. Félicitations. Bravo Simon. Bravo Simon. Et c'est vraiment enfantine, je suis en mode, je sais pas, une gousse d'ail sur un trampoline. Enfin, tu sais, genre le truc comme les enfants. Vampires, j'y étais pas. On va passer à notre 2e catégorie, la comédie qui vous fait autant rire que pleurer, puisqu'on sort du rire stricto sensu. On va aller vers les larmes. On va aller vers les larmes. Eh bien, écoute, Alexis, puisque tu as pris la parole, prends garde-la. Eh désolé d'avance, je vais citer un film de Woody Allen, puisque c'est Annie Hall, voilà, qui est un chef-d'œuvre et qui est je pense vraiment le film qui me fait rire autant qu'il me bouleverse, parce que c'est à chaque fois, c'est toujours en fait c'est pas un film qui commence dans la comédie pour aller vers la tristesse. C'est les deux à la fois en permanence. C'est un mariage compliqué, mais que Woody Allen a bien tenu dans ce film-là. Et il y a à la fois des idées de gags absurdes. En plus, le film repose beaucoup sur les ruptures du 4e mur, que je trouve à mourir de rire. Le moment où il entend
dans la file d'attente du ciné, un mec parlait de Marshall McLuhan, qui était un théoricien des médias, et racontait des conneries, et qui sort du cadre pour ramener le vrai McLuhan, qui a strictement rien à foutre là normalement, mais qui est là juste pour le plaisir d'un gag. Je trouve ça à mourir de rire. Et en même temps, c'est l'histoire, qui plus est en plus sous le prisme de l'autofiction, c'est l'histoire d'un couple qui sur le papier avait tout pour s'entendre et qui n'a pas tenu, parce qu'à un moment, les plannings sont plus les mêmes, les vies ne vont plus à la même vitesse, et il y a des facteurs de rupture qui se profilent et qu'on ne peut pas éviter. Et c'est un grand film sur la désillusion sentimentale et ce qu'il reste après l'échec de la romance. Et c'est vraiment un film qui m'a bouleversé et qui néanmoins m'amuse et que je suis toujours content de revoir. Donc voilà, pour moi, c'est l'un des plus beaux split screen de l'histoire du cinéma. C'est l'un des plus beaux split screen de l'histoire du cinéma, mais je pense que je pouvais pas ne pas le citer parce que c'est le film parfait pour cette catégorie en ce qui me concerne. Plus que chez De Palma. Chez De Palma. Le split screen. Oh, il y en a quelques-uns très beaux. Ah oui, non, mais on va peut-être pas aller jusque-là, mais c'est pas la même catégorie. il a un mais impact émotionnel très fort. Là, pour le coup, en fait, sur le côté comédie, larmes, c'est l'un des. Ah oui, d'accord, oui, dans ce sens-là, dans pardon, bien sûr. Sur Voilà. ça, genre, par exemple. De stricte mise en scène. Non, mais ça a été repris, notamment ce split screen-là, dans 500 jours ensemble, par exemple. C'est l'inspiration directe. Le split screen pour parler de la romance et du rire, je pense que Woody Allen l'a instauré, en fait. C'est lui le pilier avec Annie Hall, et je trouve que c'est chef-d'œuvre. Seems like old times, having you to walk with seems like old times. Sophie, tu peux embrayer là-dessus. C'est un film dont tu nous as déjà beaucoup parlé, à quel point il était important dans ta cinéphilie. En tout cas, c'est rigolo parce que j'aurais pu choisir quasiment tous les films que vous avez cités ou que vous allez citer, notamment le tien, Nicolas. J'aurais pu le prendre, j'ai un amour tout particulier. J'aurais pu choisir celui de Simon ou celui d'Alexis. Et finalement, je reste avec mes racines. J'ai choisi Harold et Maude de Al Ashby. Parce que c'est un film qui, certes, me fait énormément pleurer. C'est un film qui est franchement drôle et qui est drôle dans sa noirceur. Là, on parlait d'humour noir. Là, le fil d'humour du film, c'est quand même que Harold passe son temps à mettre en scène son suicide, quoi. Il veut tellement pas que sa mère le marie que à chaque date, chaque truc, il est en arrière-plan et il s'immole devant la piscine, il se fait un harakiri avant un date et pareil, Maud, elle est tellement ouf que elles veulent la moto d'un flic, elles veulent une voiture à un enterrement. Enfin, en fait, le film est ponctué de moments complètement décalés, hors de la réalité. Il s'inspire d'une époque qui est pas complètement sur les rails, qui se cherche beaucoup. Et puis pareil, arrive à un moment de rupture qui est le moment où on découvre le passé de Maud dû à son tatouage sur l'avant-bras et où le film a une lueur qui change complètement le regard, notamment sa vie à elle, sa poussée de vie qui contamine Harold. Et en fait, c'est un film qui me fait vraiment rire. Et notamment, je pense que la musique de Cat Stevens, qui est si joyeuse et si entraînante, en fait, amène beaucoup à la comédie. Mais fondamentalement, le film, sans avoir un postulat final triste, c'est un film qui est quand même teinté de ces deux personnages qui, globalement, peuvent pas vraiment être ensemble parce qu'ils ont 60 ans d'écart et que Maud, c'est une rescapée des camps de la mort et Harold, c'est un petit bourgeois qui s'ennuie et qui fantasme à la manière romantique baudelairienne le fantasme d'un départ. Et donc, c'est comment, finalement, cette rencontre est possible. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup de poésie, mais le film est vraiment drôle d'un point de vue scénique, quoi. C'est-à-dire que ça joue sur la profondeur de champ, sur plein de choses, sur l'arrière-plan, sur le background. Et je trouve que c'est sans doute le film qui me fait autant rire que pleurer. Genre vraiment 50-50. 50 je ris, 50 je chiale mais mort, quoi. Genre, il faut me retrouver en PLS sur le canapé. La musique y est pour beaucoup. Mais tout y est pour beaucoup. Et puis Rose Gordon, Bud Cort, qui nous a quittés il y a pas longtemps, sont des comédiens qui ont beaucoup porté le film. Et ouais, c'est un grand film de cinéma. Now sing now, if you want to be free, 'cause there's a million things to be, you know that there are. Mais je vais prendre la suite avec un film qui est indiscutablement une comédie,
mais qui commence par peut-être l'une des plus belles introductions mélodramatiques de l'histoire du cinéma, d'animation en règle générale et tout court, ou d'animation en particulier, tout court en général. C'est le survivant. Absolument. C'est Maggie. Bref, qui est l'adaptation de Maude, qui était une série avec Bea Arthur, qui joue dans les Golden Girls, qui est une série que j'adore, mais on s'éloigne. Non, c'est là-haut de Pixar, avec... et je crois que c'est vraiment ce qui est... merveilleux, et c'est là où je pense peut-être le chef-d'œuvre de Pixar à mon sens. Ah ouais. C'est fou parce que c'est ce que je ne savais pas qu'on partageait cet amour commun pour là-haut. Si, moi là-haut, moi je trouve que c'est meilleur que n'importe quelle Toy Story. Enfin, je trouve que là-haut. Et puis surtout, là, ce que je trouve superbe dans là-haut, c'est que c'est quand même le début, ce début, donc je ne vais pas vous le spoiler puisque c'est vraiment littéralement le début du film, c'est-à-dire c'est vraiment une histoire d'amour en accéléré entre ce vieux monsieur jusqu'à la disparition et la maladie de sa femme, et donc ça plante ce personnage comme étant un vieux monsieur solitaire au cœur brisé, et puis il va rencontrer un petit scout qui en mettant des ballons sur sa maison va l'emmener dans une aventure extraordinaire. Et ce qui est super, c'est que c'est là où je trouve qu'il y a vraiment un génie complet de la narration, c'est que c'est en fait finalement ni plus ni moins qu'une façon de caractériser ce personnage, mais en fait vraiment absolument à fleur de peau, et qu'il faut rebondir là-dessus. C'est-à-dire que quand on commence à planter et qu'on commence un dessin animé en faisant pleurer toute la salle, parce que c'est impossible de ne pas pleurer à ce montage et qui est vraiment d'une joliesse, d'une mélancolie, qui est sans en plus. Moi, je redoute le mélo qui vient de vous arracher les larmes dans les yeux. Là, c'est fait avec tellement de douceur, de mélancolie, et c'est tellement universel que c'est absolument irrésistible. Et derrière, c'est une comédie hilarante. Mais hilarante. C'est-à-dire que moi, que ce soit l'oiseau dans là-haut, le dabou, genre me fait à chaque fois qu'il arrive, je pleure de rire, et la voix et le chien avec la voix, quoi, la voix meilleur chien de cinéma. C'est le meilleur chien de cinéma. Il y a des idées de gags, mais toutes les 5 minutes. Et ça devient un film hilarant. Et pour ça, pour avoir trouvé, c'est très très délicat, la fameuse équilibre de la dramédie, c'est très difficile. C'est-à-dire que souvent on commence par de la comédie, puis on termine par du drame, etc. Et ben là, le film prend tout ça complètement à contre-pied. Je n'ai pas de souvenir d'un film qui fasse ce choix-là, c'est-à-dire qu'il choisisse de commencer par un mélo déchirant et qui arrive complètement à basculer, et tout en gardant cette mélancolie tout au long du film. C'est même là que je trouve, c'est là que le film est presque encore plus radical que ça, parce que effectivement, il commence tout de suite dans la dureté, et puis après, même s'il reste évidemment un soupçon de mélancolie, comme tu le disais, tu reviens dans la comédie, tu reviens dans le slapstick, et tu te dis c'est bon, je suis tiré d'affaire, je suis dans ma petite zone de confort, le moment des larmes il est passé, et le salaud il te sort le plan de la maison sur la cascade, et tu dis putain, nique-toi Pete Doctor. C'est vraiment devenu le nom d'un film très bizarre. C'est vraiment devenu un gros con, Pete Docter, mais ce mec est un génie quand même de l'animation. Ah oui, c'est sorti. Ses prises de parole récentes sur Pixar et l'avenir de Pixar, c'est très compliqué. Ouais. Mais là-haut, c'est pour moi là-haut le chef-d'œuvre de Pixar. Il y en a quelques-uns quand même, mais là-haut c'est très bien passé. Moi je préfère là-haut. Wall-E, c'est du lourd aussi. Niveau larmes, moi Wall-E, j'en ai un souvenir compliqué. Mais ils non. sont sortis d'affilée en plus, c'est fou. Ouais, c'était l'âge d'or. Voilà, tout simplement. Ah, quelle est cette chose? C'est un dabou. Ah, il n'y a pas de dabou, ça n'existe pas le dabou, ça n'a jamais existé. Vous disiez qu'un dabou mange vos fleurs. Va-t'en, mais tu t'en allais, va-t'en, allez. Arthur. Moi, c'est une catégorie difficile, comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'il y en a quand même. Parce que tu pleures tout le temps. Bah oui. Tu pleures tout le temps. Bah oui, donc il y en a beaucoup. Et étonnamment, c'était celle où j'étais le moins inspiré. Néanmoins, vu que je savais qu'on parlerait beaucoup de cinéma américain, de grands classiques, j'ai voulu aller vers un film français et récent, parce que, pour essayer de varier un peu les plaisirs, de parler d'autres choses. J'ai fait partie de ceux qui ont beaucoup aimé Intouchable à sa sortie, et je fais partie de ceux qui ont beaucoup de mal à le regarder aujourd'hui. C'est pas le plus simple à revoir. C'est pas le plus simple à revoir, il y a plein de choses qui sont gênantes. Il n'empêche que quand on sort Intouchable, on a l'impression que tous les Nanonakash, ils sont un peu intouchables. Bon, après, dès qu'ils vont sortir Samba et des trucs un peu compliqués. Quand je vais voir Le Sens de la Fête, je m'attends à rien. Mais à rien, c'est-à-dire que je sais qu'il y a Bakri sur l'affiche, je me dis ok cool, mais j'aime déjà plus trop Intouchable, enfin déjà il y a un truc qui se passe, et pour moi je pense que c'est leur plus grand film, mais de très très loin. Je pense que c'est un vrai grand film français de ces dernières années, et
j'étais pas très inspiré pour cette catégorie, mais je dois reconnaître que j'ai le souvenir d'une séance où j'ai vraiment ri. Parce qu'il y a vraiment des personnages, il y a vraiment des situations qui fonctionnent bien. Parce que Bakri, en fait, point, parce que Bakri. Et en même temps, je me souviens d'une scène finale musicale à la fin qui m'avait foutu les frissons. Je me souviens de moments de discussion qui m'avaient vraiment foutu les larmes. Et c'est pas forcément commun, je trouve, dans le cinéma actuel, dans le cinéma Toledano Nakash non plus. Enfin, je trouve qu'il y a une justesse et une beauté qui se dégage dans le sens de la fête que je ne saurais pas trop expliquer, mais qui m'émeut à chaque fois et qui me fait rire à chaque fois. C'est un film que j'ai revu plusieurs fois et que je pense que je continuerai à revoir et qui continue à avoir cet effet-là sur moi. Il y a sûrement aussi le fait que maintenant, quand je le vois, je sais que c'est un des derniers Bakri. Forcément, ça y rajoute quelque chose. Il y a aussi le fait que maintenant, le casting était à l'époque constitué de gens qu'on ne connaissait pas trop. Maintenant, on les connaît tous. Ils ont eu du pif là-dessus. C'est un truc de ouf. Enfin, en vrai, tu regardes le casting du film, c'est dingue. Enfin, à l'époque, Lavergne, il n'était pas très connu. Aya Hidara non plus. McCain non plus. Enfin, McCain, si. McCain était identifié au théâtre. Oui, c'est ça. Non, Moi, j'ai jamais entendu parler de ce mec avant Le Sens de la Fête. Non, il était identifié dans le petit cinéma d'auteur, notamment avec. Toi. Moi, je savais très bien qui c'était. Avec des mais films que dans personne ne regarde, quoi. Le grand public, personne ne savait. Ah, le grand public, d'accord. Enfin, je veux dire, la presse cinéma, tout le monde le connaissait, tout le monde s'étonnait même de le voir dans un film grand public. Exactement. Et donc là, je trouve qu'il y a un vrai truc qui fonctionne, quoi. Il y a même des gens. Enfin, je penserais pas. Enfin, quand on y réfléchit, c'est un film où il y a quand même Gilles Lelouch, Jean-Pierre Bacri, Aya Hidara. Enfin, tu vois, il y a des gens qu'on n'imaginerait pas ensemble. Et vraiment, si vous l'avez oublié, revoyez-le, vous verrez qu'il y a des vrais beaux moments d'émotion qui sont pas putassiers, qui sont pas tire-larmes, qui sont juste beaux. Et en même temps, il y a des séquences vraiment très drôles. Donc c'est sûrement pas le meilleur film de la catégorie. Moi, j'aurais pu citer Harold et Maude également parce que c'est un film que j'aime énormément. J'aurais pu en citer vraiment plein d'autres. Mais je sais pas, j'avais envie d'aller vers ce cinéma-là. Peut-être aussi parce qu'au moment où on enregistre, on doit bientôt parler de Toledano Nakash et que j'ai un peu peur. Mais c'est autre chose. Par exemple, si on enlève l'entrée, parce qu'avec le cocktail, voilà, on se demande si ça fait pas un peu trop l'entrée plus le cocktail, hein, on se demandait. Ouais, on se faisait la réflexion par rapport au devis, peut-être de passer directement au plat principal, parce que comme on se situe déjà dans le haut de la fourchette... Ah non, je crois pas que vous soyez dans le haut de la fourchette. Vous êtes dans la fourchette standard. Simon. Oui, moi je voulais parler d'un film que très souvent on catégorise peu, on le catégorise par son réalisateur, par la période dans laquelle il a été conçu et l'époque où il est sorti. Parfois on dit c'est un drame ou c'est un grand film. Je parle du Lauréat. Le film dont on dit à raison oui, ça c'est un des meilleurs Mike Nichols, dont on dit à raison c'est un film emblématique du nouvel Hollywood, c'est un grand film américain. Oui, mais c'est aussi un drame, un grand drame et une grande comédie. Qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'histoire d'un lauréat, de quelqu'un qui vient d'avoir grosso modo l'équivalent de son bac, qui sait pas du tout ce qu'il va faire de sa vie, qui s'ennuie, qui s'emmerde dans la vie bien rangée de ses parents, qui sont des petits bourgeois américains ou du haut de classe moyenne, grosso modo. Et il se trouve que un couple d'amis de ses parents va faire un peu mieux connaissance avec lui en la personne de l'épouse du couple, qui est interprétée par Anne Bancroft. Et elle va tout simplement jeter son dévolu donc sur ce jeune lauréat interprété par Dustin Hoffman et lui proposer de lui débuler le goujon. Et la vache. Ah, il est bien celui-là. Ouais. Je le prépare depuis 2 épisodes. Ouais. Et en vérité, il est gras un peu. Un peu, ouais. Et c'est un film qui est à la fois extrêmement drôle parce que typiquement tous ces moments où donc Mrs. Robinson est en train de le draguer lourdement et où lui ne comprend pas, puis feint de ne pas comprendre, puis feint de ne pas pouvoir alors qu'il en a très envie, c'est extrêmement drôle. Il y a plein de ces moments où lui s'emmerde, n'en peut plus dans sa vie. C'est des moments qui sont aussi parfois assez hilarants. Il y a des effets de montage et des ruptures de ton, des effets de montage vraiment de perspective dans le film qui pour moi sont vraiment pourvoyeurs de drôlerie. Et puis il y a une mélancolie insondable, une tristesse sans fin d'un jeune homme, et puis aussi une jeune femme d'ailleurs, qui sont en train de prendre conscience que le modèle dans lequel ils ont été élevés et dont ils aimeraient bien faire partie est en train de s'effriter sous leurs pieds, sous leurs yeux. Et quand bien même il est question d'amour aussi jeune, vivant, vivace, Prime Sautier dans ce film, néanmoins, tout est déjà foutu, tout est déjà fini. Et à ce titre-là, moi, l'ultime plan du film est un plan qui me bouleverse. Si je me mets, dernière scène, le lauréat sur YouTube, je sais que 5 minutes après, le bus, 5 minutes après,
Je pleure. Et je pleure. Je me souviens pas du tout de la comédie du lauréat. C'est ce que j'allais dire, moi je me souviens pas de ce qui est drôle. Exemple. Alors déjà, pourtant je l'ai vu il y a pas longtemps. Le moment où il se fait dragouiller, mais typiquement, quand je vous spoil pas quelle est la raison pour, mais 5 minutes avant cette scène du bus, il débarque dans l'église où il détruit. Voilà, où il détruit une croix, on dirait l'exorciste, il est là complètement dégingandé, genre il y a plein de moments qui sont pas loin de l'absurde. Tous ces moments où les amis de ses parents viennent lui parler, ces moments parce qu'il se retrouve à dîner avec ses parents, les Robinson, que lui il est là à pas savoir où se mettre et que Madame Robinson est là, tiens, passe-moi donc le sel et puis un petit pouce café. Enfin si, c'est des vrais moments de comédie, clairement. J'avoue que c'est pas, ouais, c'est marrant. Je vais être honnête, je l'ai découvert il y a quelques semaines. Pour mon marathon des Oscars, je crois. Et j'avoue, j'ai pas ri. J'étais souvent mal à l'aise. C'est doux amer. Ouais, c'est doux amer. C'est vrai que et c'est profondément triste, ça c'est sûr. Mais tu vois, typiquement, si ma mémoire est bonne, ils viennent de coucher ensemble pour la première fois et t'as cette transition où tu le vois passer sur la piscine. Oui. Tu vois, lui qui a l'air d'un petit chose depuis le début du film, qui sait pas où se foutre. Et là, il est sur son truc gonflable, en mode gros bonhomme, ses lunettes de soleil, il est ridicule. Bah, bien sûr, mais c'est drôle. C'est vrai que c'est drôle. C'est très amusant. C'est vrai que c'est drôle. Oh my God. Pardon? Oh no, Mrs. Robinson, oh no. What's wrong? Mrs. Robinson, you didn't expect... What? I mean, you didn't really think I'd do something like that. Et vous, n'hésitez pas à nous dire quelles sont les comédies qui vous font rire, pleurer, quelles sont celles qui vous gênent, de nous raconter tout ça sur vos réseaux sociaux, et puis surtout d'essayer de répondre aussi à cette question, puisqu'on parlait tout à l'heure de C'est arrivé près de chez vous. Vous savez pourquoi les Belges enlèvent leurs lunettes à l'alcotest ? Parce que ça fait des verres en moins. Bravo! Oh, wow, ça fait 2 verres de moins. Bonne réponse. Allez. Et pardon la Belgique. Hein. Question bonus. Une question bonus un peu complexe mais assez intéressante. Votre meilleur souvenir de comédie dans une salle de cinéma, de visionnage au sein d'une salle. Oui, vas-y. Il est récent et vous allez comprendre. En fait, comme on est critique, la plupart des films qu'on voit, on les voit pour préparer une émission. On les voit pour le travail, on les voit en projo presse, on les voit de manière sérieuse. Et il y a 2 ans maintenant, avec mes meilleurs amis, on a décidé d'aller voir Barbie, tout habillé en rose, avec des pop-corn, à rire vraiment comme des ados de 16 ans. Et en fait, je sais que je le voyais pour préparer le film, mais je l'ai vu comme une vraie spectatrice. Genre, j'avais 15 ans à nouveau et genre, j'avais mes copines, juste j'avais une carte bleue, c'est pas ma mère qui m'avait déposé au ciné. Et on était là et j'avais mis une salopette rose et genre, il y avait que des gens qui riaient dans la salle. J'étais pas allée en projo presse et en fait, j'ai beaucoup réfléchi. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres séances, mais là, j'étais vraiment avec mes meilleures copines et j'étais juste une spectatrice qui regardait une comédie américaine où il y a Ryan Gosling qui est un peu ridicule et après, on en a parlé comme des copines parlent de cinéma. Et en fait, vous imaginez pas le bien que ça m'a fait. Genre, j'ai été transportée de revenir à une sensation de comédie de quand j'avais 16 ans. Donc voilà, j'aime fort mes copines et merci d'avoir mis du rose et d'être venue voir Barbie avec moi. Je sais qu'il y en a, notamment Cléa, qui a mis du rose et pour quelqu'un qui s'habille tout le temps en noir, c'est vrai qu'elle s'habille tout le temps en noir. C'était un truc. Alexis, tu sais quoi, je rajoute un bonus au bonus, je vais faire la meilleure et la pire. Vas-y. La meilleure, c'est simple, c'est vraiment un souvenir d'enfance, mais que je garde très vif et avec beaucoup de tendresse. C'est Astérix Obélix Mission Cléopâtre avec mes parents. Et c'est la première fois de ma vie que je suis dans une salle de cinéma et que je ris avec mes parents. Alors je ris pas toujours parce que des fois ils captent des blagues que moi je capte pas. Par exemple, Itinéris, il faut pas se laisser faire, ça j'ai mis 25 ans à la choper. Voilà. Ah bah Simon vient de l'avoir. Il ne faut pas se laisser faire comme l'opérateur téléphonique. Ouais, non, je te dis ça il y a des couches dans ce film. Mais voilà, ça c'est mon meilleur souvenir. C'est un souvenir d'enfance que je chéris très fort. Et le pire justement, c'est L'origine du monde de Laurent Lafitte. Parce que je vais voir le film en projection de presse. Je suis déjà journaliste à ce moment-là. C'est un des premiers films que je vois d'ailleurs en projection de presse. Et t'as Simon à côté qui te râle dessus parce que Simon n'était pas à cette projection. Simon n'était pas à cette projection, mais il y avait je dirais une petite dizaine de journalistes. Et le film débute, et je sais plus exactement quel est le premier moment qui me fait rire dans le film, mais il y a un moment qui me fait rire, et je lâche un rire assez franc, et je suis tout seul. Mais c'est le problème des comédies et projections presse. Voilà. Et, ouais, mais j'en ai fait quelques-unes des comédies, et des fois ça se marre franchement, tu vois. Et là, silence de mort.
Donc, du coup, j'ai passé tout le film à me retenir de rire parce que moi, le film me fait mourir de rire. Je me suis dit, je ne veux pas être ce gogol assis. En plus, j'étais en plein milieu de la salle, quoi. Et je veux pas être le seul qui rit alors que tous les autres ont l'air de détester le film. Et donc, je me suis retenu de rire et c'était des conditions de visionnage désagréables. Moi, j'ai appris avec le temps, justement, à ne pas avoir honte de ce que je ressens en projection presse parce qu'en fait, la plupart des gens qui sont autour de nous sont des gens coincés qui se forcent à se coincer le fion. Qui s'empêchent d'avoir des émotions, qui s'empêchent à être ému aux larmes, qui s'empêchent parce que il faut pas le faire comme ça. Et en fait, moi maintenant, j'ai plus aucun problème à le faire. Et vraiment, c'est un vrai sujet. Hein. Tu vas voir une comédie en projection presse, tu le vois ensuite en salle, c'est deux films différents. Ouais, c'est un vrai problème sur le traitement de la comédie. Ça, c'est que tu t'es trompé de projo, ça. Ah oui, pardon. Non, mais sur la réception, je te jure que ça change quelque chose. Mais pardon, je suis d'accord avec toi. Je suis enchéri 2 secondes parce que je suis désolé, on parle du même film et je parle tout le temps du même homme, mais j'ai vu récemment, là, parce qu'il ressortait en salle à Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, mais parce que j'ai emmené mon petit neveu qui avait 6 ans, qu'il avait jamais vu, et le plaisir de voir, juste avant je lui disais, et tu verras, et à un moment il y a ça, et puis tu verras à un moment il y a ça, et de voir tu l'as spoilé quoi en plus. Ouais, un petit peu, mais en même temps de voir les blagues qui fonctionnent et qui fonctionnent pas, de voir les trucs qui me font rire, de découvrir des nouvelles choses, de voir ce que lui qui rigole parce qu'il me voit rire, enfin il y a un truc dans le partage en fait. Et il se trouve que c'est ce film là, ça aurait pu en être un autre, mais pour le coup vraiment c'était l'été 2023, je crois que c'était l'été de Barbie en fait, parce que le reste de ma famille était parti voir Barbie, moi je l'avais déjà vu, donc ouais, pareil, Mission Cléopâtre. Et toi Simon? Alors moi c'est un très très vieux souvenir, mais je pense que c'est justement parce qu'il est très ancien qu'il est aussi fort, et puis sans doute l'ai-je un peu magnifié dans ma mémoire, et il n'empêche, je devais avoir 6 ans ou 7 ans, 6 ans je crois, et c'était la première comédie que je voyais avec mes parents au cinéma, c'était Les Visiteurs. Et à 6 ans les Visiteurs, tu pètes un câble. Ah bah c'est sûr. Et tu pètes c'est sûr. un boulard. Et d'autant plus que au début je comprends vraiment pas pourquoi mes parents m'emmenaient là. Ils m'ont dit oui c'est une comédie, ils m'ont dit que c'est très drôle, tu vas voir et tout machin. Bon, ça commence au Moyen-Âge. Donc je comprends pas ce qu'ils disent. Il y a un mec qui se fait décapiter. On va voir un vieux mage tout dégueu. Les gars se transforment en étron. Je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? Puis bon, 3 minutes après, c'est un sarrasin, messire! Et alors là, et comme je pense, jamais j'ai vécu ça, d'être dans une salle avec autant de gens. Ouais, qui rigolent tous en même temps. Voilà, ouais. Et vraiment, je n'avais jamais connu cette émotion-là. Le film, en plus, marche très bien sur le public. On est à l'Eden Cinéma de Cône, ça doit être une bonne salle de 200 places, je pense, à l'époque. Bon, et ben en fait, moi, ça me rend tellement hystérique qu'en direct, je répète des répliques. Et mes parents doivent m'arrêter. Genre, on fait pas ça, ferme-la, il va falloir le sortir. Mais je devenais fou. Et il y a des répliques qui se sont, mais presque d'une manière presque sensuelle, je te dirais, gravées dans ma mémoire. Typiquement, la babysitteuse qui s'en va quand la famille revient, tu sais, ils les ont laissés. Et elle arrive et puis elle fait genre, ça sent les pieds, non? Et le père qui répond, genre, non, c'est possible, ouais. C'est un truc, mais j'entends ça, mais mon cerveau fond immédiatement. Okay. Mais non, monsieur, pas avec votre poncho. Ah là là, c'est impossible, c'est irrésistible. Moi, les Visiteurs, c'est une idée de rire absolu. Et où je me disais, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je peux plus m'arrêter de rire, j'en pleure, j'ai mal. Est-ce que t'aimes les suites du coup? Et donc j'aime beaucoup Les Visiteurs. Non, mais alors le deuxième, c'est vraiment, tu sais, tu prends le premier et t'essayes de casser totalement le tempo comique de chaque scène. Mais vraiment, il y a rien qui passe. Il y a rien. Les Visiteurs aux en Amérique. Les Visiteurs en Amérique, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis bon, il y a Les Visiteurs à la Révolution. Ouais, le 3 que tout le monde a oublié. Ouais. Je pense que personne l'a mis et que je peux avouer que c'est pas c'est pas honteux. C'est pas honteux. Je l'ai pas mis, mais je l'ai pas vu. Moi, je veux savoir s'il y avait déjà les films étant en couleur et mais Nico, je pense qu'il se mariait à l'époque du train, tu sais, quand il arrivait. Ah bah moi, c'est un grand souvenir de séance. L'arroseur arrosé. L'arroseur arrosé, on a ri. Cette poilade. Non, figurez-vous que moi, c'est très rigolo, la séance dont je me souviens le mieux. C'est que j'étais avec mon amie Hélène, on était partis à New York, où j'ai de la famille, donc, et ma tante, qui est une grande bourgeoise, qui est une femme que j'aime d'amour, que j'adore, mais qui n'est pas quelqu'un avec qui on se tape sur les cuisses, quoi. Et on se dit, et elle nous dit, mais allez, je vous invite au cinéma, voilà, à New York, donc les places du cinéma sont assez chères, donc on va au cinéma, on va se faire un dîner, machin, etc. Et on va voir Borat. Et on va voir Borat. Excellent. Et moi, je sais pas encore ce que c'est, quoi. Et je regarde Borat, et au début, quand il y a la course de juifs, je suis genre... je vois ma tante à côté qui se décompose,
Et du coup, en fait, je la vois en train de se décomposer. Et plus ça va, et ça décuple tout. Et avec Hélène, on riait, mais à se plier en deux. Moi, Borat reste un film qui me fait mourir de Bien rire. sûr. Mais tout, la blague avec le petit frère handicapé dans la cage avec le porno. Mon Dieu, et ma tante à côté, mais qui savait plus du tout quoi faire, je savais pas si elle avait envie de partir, de sortir. Je la voyais elle nous regardait rire, elle était genre outrée. Elle était outrée, mais elle était outrée parce qu'elle voyait. Et moi, ça me faisait, mais je riais. Et je voyais des gens sortir de la salle. C'est-à-dire que le film clivait quand même énormément. Et avec Hélène, mais on pleurait de rire. Et vraiment, c'était décuplé en se disant, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on l'a emmené voir, qu'est-ce que je viens de faire. Et ça vraiment, ça restera une séance. Et on en sortait, mais avec Hélène, moi, je suis sorti, j'avais mal aux abdos tellement j'ai ri pendant ce film. Pas facile à comprendre en VO, néanmoins, Borat. Oh, en vrai, avec les accents, les machins. Parce qu'il parle un peu bizarrement. Si, ça allait, franchement, ça allait. Mais non, c'était très, très, très vraiment la séance de Borat avec ma tante, j'avais vraiment l'impression de voir sa mâchoire se décrocher à chaque fois qu'il y avait une énormité. Et la discussion après séance. Et écoute, qu'est-ce qu'elle nous a dit? On en a parlé un peu. Elle m'a fait c'était un truc, tu vois, elle a un peu éludé, quoi. Genre, c'était un peu bizarre ce film quand même. Hein. C'est un peu curieux. Bref. Et on en a plus jamais parlé. Non. Voilà les amis, c'est l'heure d'en venir à la gêne, mais cette fois-ci la gêne volontaire, la gêne provoquée. La gêne provoquée, la gêne véritable. Troisième manche de notre Pas vu, pas pris, pipi culotte, où on se lance à la tronche des comédies que nous n'avons pas vues. Résumé des épisodes précédents. Dans les épisodes précédents, nous avons trouvé des films. Nous avons trouvé que je n'ai pas vu Les Tontons Flingueurs. Nous avons trouvé qu'Arthur n'a pas vu Les Demoiselles de Rochefort. Nous n'avons pas trouvé qui n'a pas vu 4 mariages à l'enterrement. On a accusé qui à tort? Nous avons accusé Alexis à tort. Okay. Nous avons accusé je ne l'ai pas vu, mais c'est pas mon papier. Arthur de ne pas avoir vu Le Gendarme à Saint-Tropez. Qui ne l'a pas vu par ailleurs. Non. Mais c'est pas son papier. Mais c'est pas mon papier. Et nous en étions cela étant dit, si je me trompe pas, Alexis, t'as vu 4 mariages à l'enterrement? Non. Voilà. Non, je l'ai pas vu. Ok. Nous en étions restés à un dernier tirage. On avait eu aussi une carte bonus où on avait dû remettre un film. Remettre un film, donc c'était la carte tournée générale. Film qui doit être une comédie. Et nous en sommes. Et nous en sommes donc à notre 5e film, et c'était les Blues Brothers. Et attention, nous avons 10 minutes. Comment appelle-t-on les membres de l'église chrétienne composée d'un mélange de légumes cuits? Oui, Jacques. Jacques, on va se remettre de nos émotions. Top chrono. Vas-y Arthur, parle-nous des Blues Brothers. Non, je vous en parlerai pas parce que je vous en ai déjà parlé à l'épisode précédent. Donc moi, t'avais parlé 4 secondes. On a essayé de lui demander quelle était la chanteuse. Mais je ne sais pas qui est la chanteuse, vous me faites chier. Je ne sais pas, mais cela étant dit, je pense qu'il y a d'autres personnes ici qui font mine. Et qui n'ont pas vu, parce que je sais que... Alors, tu peux pointer ton doigt vers moi comme tu veux, alors là... Est-ce que c'est Gilbert Montagnier, le chanteur aveugle? Là, pour le coup, c'est non, mal moi de je connaître. sais que c'est pas difficile. Nico, tu l'aimes bien? Moi, les Blues Brothers, c'est pile ma génération. Je connaissais toutes les... C'est parce que justement, c'est ta génération que ça s'appelle ton papier. Je connais toutes les paroles par cœur. Je l'ai vu, enfin, je veux dire, j'ai dû chanter en colonie de vacances, j'ai dû faire des scènes de comédie musicale des Blues Brothers. Je connais le film vraiment littéral. Enfin, je connais le film par cœur, n'exagérons rien. Mais parce que ça fait 30 ans que je l'ai pas vu. Mais... Alors, c'est moi qui t'ai posé la question de qui c'est la chanteuse dans le diner. C'est vrai. Donc déjà, voilà. C'est pas un film que j'ai vu tant de fois que ça pour une comédie musicale, mais j'ai bien dû le voir 3-4 fois. Hein, la chanteuse, c'est Aretha Franklin, pour tout dire. J'aurais pu le dire. Pardon, excuse-moi. T'inquiète. Simon. Il y a Ray Charles aussi dedans. Oui, effectivement. Et puis, D'où ma blague tout à l'heure. C'est ça. Non, mais par exemple, tu sais où ils vont. Enfin, genre, après le diner. Ah non, je me souviens vraiment pas. Est-ce que tu te souviens de... Non, mais les gars, ça sert à rien. Okay. D'accord. Okay. Bon, ils veulent essayer de sauver l'orphelinat dans lequel ils ont grandi. Moi, j'adore les... Je suis désolé, mais vous connaissez mon goût pour la musique, les cascades en voiture. non, mais qui en plus ont été à l'époque, je sais pas si elles le sont encore, mais vraiment des records absolus de nombre de voitures brisées, etc. Et qui sont totalement cartoonesques. Puisqu'il y a cette poursuite incroyable où ils sont suivis par je sais pas combien de voitures de flics qui vont absolument toutes s'écraser les unes et qui sur les sont autres. Pompées par Luc Besson dans Taxi 2. Oui, absolument. Non, les Blues Brothers, écoute, c'est pile ma cam parce que c'est du cinéma populaire des années 80. Parce qu'en plus, au moment où j'ai l'opportunité de le voir, j'ai déjà vu les SOS Fantômes. Donc, je sais qui est Dan Aykroyd.
Je l'ai déjà identifié, donc je sais que je vais me marrer. Et puis en plus, il y a l'appel de la musique rock. C'est après SOS Fantôme? Non, c'est avant. Mais moi, j'ai découvert tous ces films à la télé. J'ai vu les Ghostbusters gamins. Les Blues Brothers, tu le découvres pas gamin. C'est un petit peu plus tardif en général. C'est début d'adolescence. Moi, c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Et c'est un super film de divertissement. Voilà. Et on va voter. Non, attendez. Ne faites pas la même erreur qu'au tour précédent. Soyez stratège. Et j'ai un doute sur Nicolas. Quoi? Il y a une question. Pour celles et ceux qui ont vu le film, il y a un détail qui est absolument inoubliable. Le premier qui répond est bon. Qui joue à la fin le contrôleur du trésor public à qui ils rendent leur butin? Ah putain. C'est pas dur. C'est vraiment pas difficile. Oui, mais c'est du pas difficile il y a 25 ans. Ah merde, je pensais pas vous sécher, Eddie. Non, j'ai séché tout le monde. T'as cité Danny Croyd, moi c'est là où j'ai découvert, parce qu'il est moins connu en France, son binôme. John Belushi. Belushi, j'allais dire Buscemi ensemble. Belushi, il est assez incroyable. Non, le contrôleur des impôts, je crois, me semble-t-il, c'est tout bonnement Steven Spielberg. Voilà. Ah oui, non, ça n'intéresse que toi. Ça n'intéresse que toi. Parce que c'est l'un des caméos les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Bon, votons, on avance un peu. 1, 2, 3, vous allez voter pour moi. 3, 4 voix contre moi, c'est pas mon papier. Voilà, je vous l'avais dit. Non, mais là n'est pas la question. Ce n'est pas mon papier. Je le remets donc dedans. Et je persiste que Nicolas. Mais arrêtez de m'accuser à chaque fois. Pourquoi moi? Parce que c'est pile ta génération, justement. Mais oui, c'est pile ma génération parce que je l'ai vu. Mais c'est ce que je vous dis. Bon, bref. Passer à autre chose. Voilà, c'est quoi? Le gendarme à Saint-Tropez. Ah putain. Le retour du gendarme à Saint-Tropez. Bon, est-ce qu'on le règle vite celui-là ou pas? Alors, bah oui, c'est évidemment Sophie. Ouais. Ah bon, allez, c'est 1, 2, 3. C'est pas mon papier. Non. Est-ce que tu l'as vu? Moi, je vous ai dit, il y a un monde. Non. Il y a un monde. C'est pas mon papier. Il y a un monde où personne autour de cette table n'a vu le gendarme à Saint-Tropez. C'est pas mon papier. Mais du coup, c'était hilarant. 4 mariages à l'enterrement. Attends, faut que je vérifie. Attends, mais on tourne autour de 4 fois le même film ou ça se passe comment là? 4 mariages à l'enterrement. Attends. 4 mariages à l'enterrement. On m'a accusé moi. On a accusé Alexis. Mais c'était pas mon papier. Donc, alors 4 mariages à l'enterrement parce que le temps tourne. Alors, moi je pense que ça peut pas être Sophie parce qu'il lui manquait Coup de son à Notting Hill, mais comme elle adore les comédies romantiques, il faut bien qu'elle en ait vu. Oui, quand même. Je serais étonné, Nicolas, qu'au moment où c'est sorti, t'en as eu quelque chose à battre. Non, mais j'en ai rien à battre, mais je l'ai vu. Et mais c'est comme Coup de son à Notting Hill. Vous pouvez. Est-ce que Sophie nous refait Notting Hill ou pas? Mais non. Bah, moi je pense que c'est quand même bien parce que pour elle c'est difficilement à gérer. Moi je pense que pour elle c'est toujours le même rictus. Des fois ça nous a induit en erreur, les gars. Regarde, je l'avais pour les gendarmes à Saint-Tropez, c'était pas mon papier. Il est vrai. Donc parce qu'en fait c'est important. Moi 4 mariages à l'enterrement, j'en ai rien à foutre. C'est les comédies érotiques, c'est pas mon truc. Alors, moi j'ai mis un papier dont j'avais rien à foutre, tu vois, je veux dire, il y a des trucs où. Oui, moi j'ai pas des niveaux de foutage équivalents sur tous les films. Enfin, je sais pas, je pense que je me suis mieux il faut qu'on tranche une décision, il faut qu'on l'évacue celui-là. Ça pourrait. Ah, mais non, toi, non, on a dit. Ah, mais moi, vous m'avez accusé, c'est pas mon papier. De fait, je l'ai pas vu, mais c'est pas mon papier. L'enterrement, il arrive à quel moment dans le film? Moi je sais. Moi je sais aussi. Moi je sais absolument pas. Le film que j'ai mis, c'est chaud. C'est un truc important? Parce que moi j'ai pas vu le film, donc je vous pose la question. Ah bah oui, c'est pas un détail, c'est pas un petit détail. C'est pas un détail. L'ordre est important. Dans la dramaturgie, c'est juste que c'est pas le titre. Ah ok. Voilà, au cas où. D'accord. C'est dommage de l'avoir. Ah oui, donc. Oui, mais je dis pas où. Ah oui, mais du coup, si tu sais pas, c'est peut-être un peu. Alexis, tu me regardes? Oui. Fais-moi confiance. Non, mais c'est Nicolas Martin. Zéro. Fais-moi confiance, c'est Nicolas Martin. Je te fais confiance. Zéro pointé. Bon, et ben votons. On va voter. 1, 2, 3. Nicolas Martin. 3 voix Nicolas Martin. 2 voix contre moi. 3 voix contre toi. Ce n'est pas mon papier. J'ai vu 4 mariages à l'enterrement et je vous emmerde. Et voilà. Tu vois, je t'ai fait confiance. Ok. Plus jamais. My bad. À qui est-ce de tirer, les amis? À qui est-ce de tirer? C'est Simon. Attends, Simon choix jaune. Il reste combien de... Oh, The Mystère Thickens. Le mystère s'épaissit, c'est arrivé près de chez vous. C'est énorme ça. Ça c'est énorme. Alors. C'est énorme. Pendant vous deux, vous n'avez pas arrêté de citer les citations de films, c'est sûr que vous l'avez vu. Ah bah oui. Je pense qu'on peut dire ça. Moi, j'ai quand même parlé du point de bascule, la scène qui m'a traumatisé. Je pense. Et c'est moi qui dis ce que c'était. Et toi, tu détestes. Donc c'est Alexis. Je pense que c'est Alexis. Ah bah ouais, je peux me défendre un peu. Vas-y, défends-toi. Bah, j'ai vu le film pendant mes études de Cinoche. C'est un film que je trouve marrant, mais que j'ai vu qu'une seule fois. Donc autant te dire que c'était il y a, coup de vieux, 11 ans. Donc à part les quelques scènes marquantes, la mort de la vieille, le gamin, comment lester un corps pour qu'il coule et qu'il remonte pas. À part ces scènes-là, dont on a discuté dans l'émission tout à l'heure. Oui, de fait. On n'a pas parlé du lestage du corps.
Si, il a parlé à un moment. Non, mais on la trouve facilement sur YouTube. Non, mais ici, il en a parlé un peu. Moi, j'ai une question. Le premier qui répond, pourquoi dit-il à un moment donné, ma mère n'était pas musicienne? Parce qu'elle a une flûte dans le cul. Non, mais pas toi, Simon, t'as choisi le film. Ah, pardon. Mec, c'était il y a 11 ans, de toute façon, j'aurais pas eu la réponse. Elle a quoi dans le cul à la place d'une flûte? C'est quel objet elle a? Ah bah pourtant, c'est vraiment la base du gag. Je ne sais pas. Bon, moi, évidemment, j'ai envie de voter Alexis parce que Sophie, elle a parlé de. Ça se joue entre Arthur et Alexis. Ah non, moi je l'ai vu, je vous ai garanti. Non, alors, je me souviens pas de la scène. Je me souviens pas de la scène. J'ai une mémoire courte. Les gars, si ça doit tomber sur moi, ça tombe sur moi. Mais. Il y a un dîner où il y a un cadeau très particulier. Il y a un cadeau particulier avec la vieille pute qui lui offre un cadeau. C'est quoi ce cadeau? C'est pas là qu'il y a la perruche. C'est pas loin. C'est pas loin. Mais c'est pas ça le cadeau. Non, mais je sais plus ce que c'est le cadeau. Mais dans cette scène de bascule qui t'a marqué, il est question d'un petit animal à l'oral. Ah oui, oui, non, je me souviens pas. Ah oui, non. Bon, allez, il va falloir voter, mesdames et messieurs. Moi, pour moi, c'est tout, c'est tracé. 1, 2, 3. Alors, il y a deux voix, trois voix pour Alexis et 2 pour moi. 3 voix contre moi. C'est totalement mon papier. Voilà. Allez. J'ai vu toutes les scènes cultes sur YouTube, j'ai jamais vu le film. Et je vais donc tirer un papier. Allez. Il y a eu très peu de bonus. Oui. Pour le moment. Ah, immunité. Immunité. Et bah voilà. Et donc jusqu'à la fin de la partie, comme il est 50, on ne peut pas voter contre Alexis. On te le laisse pour la partie suivante. Pour la partie suivante, on ne pourra pas voter contre Alexis pendant toute la partie. C'est énorme. Ça c'est magnifique. Je retire un film quand même, parce qu'il faut. Oui. Mec, elle est où ma caisse? Qui a mis ça dans le truc? Le truc avec Ashton Kutcher. Bah oui. Ça, vous savez quoi? On va le régler. Je vais vous faire une masterclass. On va le régler tout de suite. Il y a qu'une seule personne autour de la table qui peut se dire que ce film-là est culte. C'est Arthur Chios. Quoi? Mais pas du tout. Si. Je suis d'accord. Il a vu le truc. Il a pas vu le film. Donc mais les gars, il ne sait pas que tout le monde s'en branle. Les gars. Moi, j'en ai rien à foutre de Pas du tout. Tu l'as vu le film? C'est pas la question. C'est la question. Les amis, le film que j'ai mis, c'est chaud. Les films que j'ai mis, c'est chaud. Je vous ai prévenu. Moi, je pense que c'est Simon. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Parce que je crois Arthur. Et par élimination. Non, fais-moi confiance, je te jure. C'est pas lui qui est On vote pour Simon. 1, 2, 3, Simon. C'est moi. Pourquoi t'as mis ça? Parce que je voulais varier, j'ai mis des jeux. Ouais, mais j'ai été con parce que en fait, je l'avais choisi à dessein en me disant, ça je l'ai pas vu. Non mais d'une, ce sera Arthur. Je me dis. Et pourquoi? Pour pas qu'on vote pour moi, c'est de la stratégie. Non mais d'une, ça me fait gagner un tour. De deux, j'ai vu plein de scènes, donc je pourrais faire semblant d'en parler. Et de trois, ça a tellement été pile dans ma génération, j'étais en 4e ou 3e quand il est sorti. Après, il est passé plein de fois sur Canal, enfin tu vois, à la télé et tout, que j'aurais pas de mal à faire croire qu'évidemment je l'ai vu. Je n'ai jamais vu ce film, je ne sais même pas de quoi ça parle. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est une connerie avec Ashton Kutcher qui est le Stifler. Et Stifler, mais si, je me souviens. Ah mais where's my car? Mais oui, parce que de base c'était une série. De base c'était une série MTV. Mec, elle est où ma caisse? Il y a le truc où ils ont un mot et c'est Dude, et c'est ça, c'est et ils se répondent en permanence. Exactement, je l'ai pas vu. C'est Deb. Le foie jaune. Attends, on a trouvé combien de films là? Alors, on a trouvé les Tontons Flingueurs, les Demoiselles de Rochefort, C'est arrivé près de chez vous et Mec, elle est où ma caisse? Nous sommes en échec sur 4 mariages d'enterrement, les gendarmes à Saint-Tropez, les Blues Brothers. Et puis, il reste encore un peu de. Et la semaine prochaine, personne ne pourra voter contre moi. Pendant 5 minutes, on va dire pendant 5 minutes. Non, t'as dit toute la manche. Il a dit toute la manche. Tu es protégé la semaine prochaine. Magnifique. Ça ne t'empêchera pas de te défendre par ailleurs. Bon, oui, parce qu'on peut tout à fait te cramer et voter pour toi la partie d'après. Il est vrai. Les amis. Et vous trouvez ça drôle? Non, c'est pas terrible. Prochaine semaine, nous on était ravis de discuter de la gêne et de la tristesse. La semaine prochaine, encore d'autres catégories de comédie. On a hâte d'y être. D'ici là, on se calme et on boit frais à Saint-Tropez. Bye les amis et gloire à la glace italienne qui coule sur la main et qui tache la chemise en lin blanc. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, je dois. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.